Aujourd'hui, on va parler de comment un homme, en seulement 7 films, a réussi à être considéré comme le nouveau roi du western, mais également par beaucoup comme l'homme qui tua le genre. Mais avant ça, remontons un peu dans le temps. Nous sommes en 1939 et avec sa chevauchée fantastique, John Ford fait passer le western dans une nouvelle dimension. D'un sous-genre considéré comme de la série B, le western entre maintenant dans son âge d'or pour atteindre son apogée dans les années 50. Pendant plus de 20 ans, les westerns vont divertir toute l'Amérique avec de nombreux films qui sont encore aujourd'hui considérés comme des classiques. Cut. Mais avec le temps, la lassitude du public et l'écroulement du système des studios se clôt l'âge d'or du western. C'est la fin de l'époque des John Ford, Anthony Mann, Howard Hawks ou autres Raoul Walsh. Mais parallèlement en Italie, naît le western spaghetti, un mouvement porté en grande partie par un homme. Alors je me suis dit, ça va la peine d'exploiter aussi dans le West, parce que je voyais qu'à part Ford, et à part très rares metteurs en scène, on n'avait pas essayé jusqu'au bout cette formidable monde du West américaine. Lui, c'est Sergio Leone. Il a un peu de mal en français, mais surtout, il vient de signer la trilogie du dollar, composée de 3 films, c'est logique, pour une poignée de dollars sorti en 1964. Pour ce film, Sergio Leone s'est énormément inspiré de celui de Akira Kurosawa, Yojimbo. Dans ces deux métrages, on suit l'histoire d'un homme solitaire qui arrive dans ce qui ressemble à un village tranquille, mais qui est en réalité le théâtre d'un combat entre deux parties. Le héros se fait passer à tabac. Il réussit à s'enfuir pour ensuite revenir les affronter dans un duel final. Ce film, bien qu'encore un peu brouillon, comporte déjà les marqueurs du cinéma de Leone. Un cinéma plus violent, plus sale, plus réaliste qu'en Amérique, avec des acteurs qui ont des gueules uniques. Et bien sûr, c'est la première collaboration d'Ennio Morricone, qui deviendra son compositeur attitré et qui composera certains des plus grands morceaux de l'histoire du cinéma. Très logiquement, et vous l'avez compris, ce film rencontrera un immense succès populaire, succès qui sera consolidé par son film suivant, pour quelques dollars de plus, dans lequel Leone élargit ses thèmes et approfondit la psychologie de ses personnages, mais surtout il crée sa propre Amérique en filmant dans les paysages du sud de l'Espagne. C'est dans ce film qu'il commence réellement à développer une grammaire visuelle qui lui est propre. Il s'inspire notamment des fumetti de son enfance pour composer ses plans. Encore une fois, le succès est au rendez-vous, mais personne à l'époque ne s'attendait à ce qui allait conclure cette trilogie. Avec Le Bon, la Brute et le Truand, Sergio Leone assoit sa réputation dans le monde. Ce film le fera vraiment connaître aux yeux du grand public. Dès les premières images, Leone déconstruit la légende de l'Ouest. Ici, pas de héros nobles ou de grandes causes à défendre, seulement 3 hommes, le bon, la brute et le truand. Le film prend place en pleine guerre de sécession. Leone en montre l'absurdité sanglante, où les soldats meurent pour des idéaux qui ne sont pas les leurs. Les sudistes considèrent que ce pont est la clé de la victoire. Ce ridicule petit pont. Une chiure de mouche sur les cartes de l'état-major. Et ils ont décidé en haut lieu qu'il fallait prendre cette chiure de mouche. Même si on devait tous y passer. Loin d'adhérer au code hollywoodien, Leone présente une Amérique rongée par la violence et la cupidité. Il ne raconte pas une légende, il la détruit. On est maintenant en 1966. En 3 ans et 3 films, Leone est déjà considéré comme le roi du western italien. Et alors que tout le monde pense qu'il a déjà atteint sa limite, il sort peut-être ce qui est considéré encore aujourd'hui comme son plus grand film. 10 minutes où il ne se passe presque rien. Juste quelques bruits, et pas d'une éolienne, un télégraphe, des regards, une mouche quelque peu agaçante, un train qui arrive en gare et un homme jouant de l'harmonica. C'est comme ça que commence Il était une fois dans l'Ouest. Avec cette introduction, Sergio Leone nous donne le ton. Le temps dans le film est presque dilaté, les personnages sont parfois presque figés. La musique, tout comme le temps, est un personnage à part entière. Ennio Morricone atteint de nouveaux sommets et Leone va jusqu'à faire jouer la musique du film sur le plateau pour influencer le jeu des acteurs. Leone, avec ce film, nous raconte l'histoire de la fin d'un monde, celui des héros de son enfance, balayé par l'arrivée du capitalisme. Henry Fonda, qui est quand même l'un des plus grands acteurs de l'histoire du western et qui avait l'habitude de sauver la veuve et l'orphelin, joue ici un monstre sans cœur.
Ce passage du western classique à une vision plus pessimiste du monde se poursuit en 1971 avec Il était une fois la Révolution. Léon n'était pas censé le réaliser, mais ce sera finalement l'un de ses films préférés. Pendant le tournage, il imagine une deuxième trilogie, qui sera conclue par Il était une fois l'Amérique. Pour son ultime œuvre, il ne filme plus le Grand Ouest, mais New York et sa mafia. Avec cette œuvre, Léon signe son projet le plus ambitieux. Ce dernier film est une fresque monumentale sur l'amitié, la trahison et surtout le temps. Malheureusement, c'est une version charcutée, amputée de 2 heures, qui sera proposée aux États-Unis, à tel point que Léon veut enlever son nom du générique. Mais une version satisfaisante de 4 heures sera proposée à Cannes et diffusée en Europe, ce qui poussera des foules entières à traverser l'Atlantique pour regarder le film dans sa version originale, une ultime preuve de l'amour que porte le public à Sergio Leone et à son œuvre. Si plus tard on l'accusera d'avoir tué le western, c'est parce qu'après lui, nombreux sont ceux qui, à des fins mercantiles, tenteront d'exploiter ses codes sans les comprendre. Mais l'héritage de Léon n'est pas là, il n'est pas seulement dans le western, il a profondément inspiré le monde du cinéma, influençant des générations de réalisateurs et d'œuvres à travers les décennies. You know, that final bull ring scene in Good and the Bad and the Ugly, for me, is the finest moment of cinema. That is my favorite moment of cinema. You know, like, thanks for the memory.